Bonjour Madame Tortelier. Oui, bonjour madame. Alors nous avons fait un entretien il y a quelque temps relativement à votre métier d'architecte et on a commencé à expliquer le déroulé. Donc en fait on en était resté, il me semble, au moment où on va entamer, après consultation des entreprises, le chantier. Et donc là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Oui, donc on en était resté là, donc après avoir mis au point les cahiers des charges administratifs, techniques, donc les plans, le dossier des plans architecturaux, état des lieux projet, le chiffrage, on a consulté les entreprises, les appels d'offres ont été fructueux, lot par lot, on y va. D'accord, donc c'est là, c'est le chantier. On lance le chantier. Bien. On Et a ça, fait une planning prévisionnelle pour phaser qui passe avant qui dans la coordination. Et c'est ça que suit l'architecte. L'architecte le suit, Il supervise. il peut le superviser avec une équipe, comme par exemple, il peut s'entourer avec d'un économiste de la construction qui va l'aider pour un meilleur planning, un meilleur phasage, ou pour régulièrement aller vérifier que des équipements qui ont été prescrits correspondent bien Et le client là-dedans qui est posé. Alors ça, oui, effectivement, c'est vrai que alors il y a différents types de chantiers. Les chantiers pour de la maîtrise d'ouvrage publique, c'est plutôt là où je vous parle de l'économie de la construction, par exemple pour des bailleurs sociaux. Ah d'accord, ok. Pour des grands immeubles, des grands ensembles. Des grands ensembles, voilà, il y a d'autres Et enjeux. puis Et effectivement, les chantiers pour de la clientèle particulière, où le client, effectivement, donc s'il est... Voilà, regardons la caméra, parce qu'en fait, sinon les gens vont vous écouter. Donc ça mais dépend ils ne vous verront effectivement pas. si le chantier est fait en site occupé, ce qu'on appelle en site occupé, le client continue d'habiter la maison. Pendant ce temps-là, il y a la rénovation type faible impact énergétique qui se fait en même temps. Donc c'est vraiment une gestion d'équipe avec le client qui est au centre premier en tant que maître d'ouvrage qui est aussi présent. Également, bon, pour du neuf, effectivement, le client va vouloir, c'est tout à fait légitime qu'il soit régulièrement présent, étant donné que c'est Il valide, c'est le client qui valide. Il valide. Mais comment ça se valide au Il y a final? des comptes rendus de réunion. Alors, il y a des ordres de service qui sont donnés avec accord du client. Mais supposons qu'à la fin, le client ne soit pas content de certaines choses qu'il découvre à la fin. Que se passe-t-il? Donc, le client a tout intérêt à le signaler à l'architecte avant la réception, au fur et à mesure du chantier. Oui, et à la réception, comment il fait? Ça s'appelle le domaine des réserves. Donc il émet des réserves. Il émet des réserves. Et qu'est-ce qui se passe avec ces réserves? Ça signifie que on n'accepte pas tout à fait les travaux tels qu'ils ont été exécutés. Il y a une réserve donc, qui peut être, d'une part, qui peut être l'objet de mise sous scellé de certaines du paiement des artisans. D'accord, donc le client ne paie pas. En fonction de ce qui a été alloué au fur et à mesure du chantier, parce qu'il y a bien sûr au départ des fonds à débloquer parce que l'artisan doit se fournir. Mais bon, on est dans la phase de fin. Donc à la mise en recette, le client fait des réserves. Et ces réserves, c'est des réserves monétaires. Ces réserves sont d'une part des réserves monétaires et d'autre part ça oblige l'entreprise à revenir. Quelle entreprise? Les entreprises qui ont été... Et qui les fait revenir? Mais donc c'est à l'architecte avec... Et quelle est la responsabilité de l'architecte là-dedans? Donc la responsabilité de l'architecte est engagée si ça concerne le chantier qui a été réalisé. Oui. Il peut y avoir avis d'un expert si c'est... Vous pouvez regarder la caméra. Si c'est le chantier du voisin par exemple, mais que le voisin dit que le chantier a fait des désordres chez lui, ben là il faut faire venir un expert pour délimiter la limite de responsabilité. Donc pouvez-vous préciser quel type de fonction l'architecte a précisément et sans trop détailler pour que tout le monde comprenne? L'architecte, effectivement, à la fois dans ces cas-là, il joue un peu le rôle du médiateur, puisque d'une part, si le client a pris en cours de chantier, s'il y a eu des problèmes en cours de chantier. Supposons par exemple mais qu'un artisan n'ait pas terminé une toiture. Alors là, c'est pas... Oui, ça c'est... en cours de chantier, ça peut arriver. Si. Donc dans ces cas-là, l'idéal c'est quand même de faire venir un expert pour venir constater. Un expert de quelle nature? Quel type soit un expert de l'assurance de l'architecte, de la MAF. D'accord.
parce qu'il faut le signaler, ce genre d'incident. Oui. Et il faut, et c'est important de faire venir constater, ou alors un huissier de la justice. Moi-même, je ne pourrais pas m'aventurer plus, notamment comme ça, une entreprise dans le cadre d'une interview, pour pouvoir impliquer ma responsabilité orale sur la conduite à tenir dans le cadre de désordres graves qui peuvent donc soit engendrer la mise en cause de la garantie décennale de l'architecte et de l'artisan qui a été délégué par le maître de l'œuvre, parce que là, effectivement, ce que vous me parlez peut être grave, hein. Il peut y avoir des cas d'école, des cas de jurisprudence. Nous avons vu des confrères qui ont été dans des situations bien à mal. Donc je ne préfère pas vous répondre de manière... Je ne peux pas vous donner une réponse universelle. D'accord. Je ne peux pas vous donner une réponse c'est du cas par cas. Pour ce que vous me dites. Une toiture qui n'a pas été achevée. Alors, parce que l'entreprise n'avait pas la livraison du matériel. Parce que le fournisseur de tuiles n'avait pas livré les tuiles à temps. Voilà, donc ça dépend parce qu'il y avait une intempérie qui avait mis le chantier à mal. Parce que l'entreprise a rendu faillite. Ou est-ce que c'est parce que... Parce que là, ce que vous dites, ce n'est pas un défaut de conception de l'architecte. Si là, les plans de l'architecte, le cahier des charges... Je voulais savoir quelle était sa fonction dans ce cas-là. La responsabilité de l'architecte s'arrête. Le plus important, ce sont les pièces écrites, là où il aura fait le quantitatif, il aura fait un descriptif de la manière dont seront posés les ouvrages dans les règles de l'art, et dans quelle quantité, par exemple des dosages de ciment, des conseils de mise en œuvre. Mais par exemple, dans ce cas de toiture, on comprend qu'il y a plusieurs cas. Voilà, dans le respect des meilleurs soins possibles. Très bien. Mais là, dans ce que vous me dites, c'est-à-dire, chère madame, vous êtes en train d'aller sur un terrain qui est, complexe et qui peut être glissant, parce que il faut que vous compreniez qu'il y a la responsabilité dans un chantier d'un architecte, il peut aussi y avoir la responsabilité de bureau d'études ou d'artisan, ça dépend. Oui, d'accord, donc après c'est qui? Ça dépend, et ça rejoint ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est les assurances qui donnent les responsabilités. Ça dépend ce que vous me disiez, si l'architecte était in solidum au niveau de la responsabilité, en co-traitance, en sous-traitance, avec d'autres bureaux d'études, structures, par exemple en termes de charpente, s'il avait la mission également d'exécution visa, en termes des plans d'exécution de la charpente, est-ce que c'est un problème de charpente dont vous me parlez, un problème de couverture? Oui, j'ai compris. Problème de zinguerie. Donc ce que vous dites, c'est que cela va dépendre de la cause pour laquelle il peut y avoir un arrêt de chantier. Mais là, alors, nous allons maintenant continuer sur votre spécialité, et je vais vous poser une question, si vous permettez, sur les études que vous avez faites, parce que comment devient-on architecte? Mais écoutez, on devient architecte, en général on sort d'un bac scientifique. Moi j'ai fait un bac maths et sciences de la nature, sur l'aide de motivation auprès de l'École nationale supérieure d'architecture, sur dossier. Ensuite vous avez pour ma part 3 cycles d'études de 2 ans. Il y a un numerus clausus chez les architectes? Non, il n'y a pas de numerus clausus comme en médecine. Mais les premières années sont plutôt rudes, puisqu'il y a beaucoup d'élimination avec la géométrie descriptive dans l'espace, quand j'étais, moi, donc c'était il y a plus de 20 ans, 25 ans, notamment parce que c'était l'époque du dessin à la main, du dessin sur table à dessin, à l'encre, au rotring et au calque. Et les mathématiques également étaient éliminatoires. Ensuite, l'assiduité, la persévérance, des qualités de travail aussi. Un architecte doit faire preuve de beaucoup de capacités de travail, parfois des semaines avec beaucoup d'heures pour... Et ça se passe en 3 phases, d'après 3 cycles, vous avez dit? Oui, 3 cycles d'études. Donc effectivement, il y a de la sociologie,
Il y a de l'art, il y a aussi des arts plastiques, il y a évidemment l'étude des œuvres des grands architectes de l'histoire qui nous ont précédés. Et est-ce que si on s'arrête par exemple au premier cycle, on obtient quelque chose? Au premier cycle, dans les années 90, on obtenait le diplôme d'études fondamentales en architecture qui s'appelait le DEFA. Et ça permet de faire quoi? Le DEFA ne permettait pas de faire grand chose, c'était éventuellement d'être employé comme dessinateur dans des agences d'architecture. Et le deuxième cycle? Le deuxième cycle, là c'était un équivalent avec un séminaire de master de mémoire européen avec des options. Moi j'avais pris politiques urbaines, maîtrise d'ouvrage public et privé, un mémoire dans le cadre du séminaire, c'était un séminaire qui s'appelait développement durable et production du paysage. Donc j'avais fait 2 mémoires universitaires, dans les normes universitaires. Là, ça permet d'approfondir des thématiques. Pour ma part, c'était le land art, l'architecture et la vue aérienne, les premières vues satellites, l'architecture et l'art. Également, les premiers systèmes de numérisation et d'informatisation de l'urbanisme. Et le troisième cycle? Le troisième cycle, là, il consiste au choix d'une option. J'ai choisi l'option design. Et également, moi j'ai fait un mémoire, c'est ce qu'on appelait un TPFE, travail personnel de fin d'études. Bon, certaines écoles appellent ça mémoire de thèse, a priori, actuellement. Et là, pour ma part, ça a été l'objet d'un voyage d'études de 1 an, à 23 500 km de la France, près de l'Australie, avec un travail sur un monument historique, un château classé historique, un jardin également classé historique en Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire, un POM, je crois, un pays d'outre-mer. Oui, dans un pays d'outre-mer, avec la collaboration du CNRS en anthropologie urbaine, notamment d'une personne